Un des risques qui a été identifié dans le travail qui a été fait, c'est que le défaut de présence des enseignements aux enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur crée au sein d'une population qui a une appétence par ailleurs un risque d'auto-formation, et je dis bien un risque, c'est-à-dire le fait que les gens aillent se renseigner ailleurs et que du coup ils intègrent des choses exactes comme des choses fausses. Est-ce que, de ton point de vue, c'est aussi une des raisons majeures, en dehors de l'appétence des étudiants, pour très vite offrir quelque chose qui permette d'avoir des gens qui soient correctement formés aux faits, plutôt qu'ils soient formés par le journal, sans vouloir offenser les journalistes présents dans cette salle? Oui, on est directement dans le fond du sujet. Oui, alors la réponse est oui. Il y a un moment où j'ai enseigné à Sciences Po en première année, un cours que j'avais intitulé en toute modestie « L'avenir de la planète, population, énergie, climat ». Et j'avais deux objectifs. C'était qu'à la sortie, donc c'est 350 étudiants, c'était vraiment en première année, qu'ils fassent la différence entre énergie et puissance. Et la deuxième, ça répond à ta question, c'est qu'ils sachent reconnaître les sources fiables. Où trouver les sources fiables, puisque c'est une donnée irréversible maintenant. Voilà, on a accès à tout, etc. Donc, il est très important de savoir reconnaître les sources fiables. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles disent toujours des choses vraies, mais la notion de fiabilité, c'est une notion qui a un contenu, qu'on peut lui donner un contenu. Alors, je pense aussi, on a vu dans l'exposé qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le sujet qui nous intéresse, mais en général, c'est fait en fin de parcours, comme une espèce de, allez, je vais être un peu polémique, un supplément d'âme pour des gens que ça intéresse, mais qui est donc très fortement marqué par la filière dans laquelle on se trouve. Or, et c'est pour répondre à ta question, je pense que aujourd'hui, maintenant, la demande et les choses sont mûres, enfin, pour que, en fait, on fasse quelque chose en début de parcours. Un peu de la même façon que dans le secondaire, il y a des cours d'instruction civique et morale. Eh bien, en début d'études supérieures, il faut donner l'état des lieux qui va impacter toutes les disciplines. Si ce que dit Valérie et ses collègues est vrai, personne ne sera à l'abri, ça va impacter toutes les disciplines, tous les secteurs d'activité et tous les champs de la connaissance également. Et donc, ce n'est pas en fin de parcours qu'il faut faire ça, c'est au début. Et un des avantages aussi de le faire au début, c'est que, et c'est important, on se concentre sur l'état des lieux et non pas sur les solutions. On discute trop souvent des solutions dans les médias, on ne discute pas assez de l'état des lieux. Les solutions, elles sont variées, on peut avoir des opinions différentes, et on a même le droit en démocratie de faire des mauvais choix. On a le droit de se tromper, c'est ça la démocratie. Mais sur l'état des lieux, là, on n'a pas le droit de se tromper. Parce que sinon, on fait du dénialisme, on fait du déni, on fait tout ce que vous voulez. Mais on peut s'accorder sur l'état des lieux. Et un instrument comme le GIEC, qui se trouve précisément à l'interface entre le laboratoire et la société, est un instrument absolument remarquable pour faire ça. Et on peut s'appuyer là-dessus pour faire cet état des lieux. Alors, cet état des lieux, il va faire des frustrations, bien sûr, parce que comme il n'existe rien, il faut démarrer par un bout. Et si on prend un bout, c'est qu'on délaisse l'autre, et ça va donner des frustrations, évidemment. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est un théorème d'existence qu'il faut établir. Il faut commencer et laisser des frustrations, c'est pas grave. Je vous rappelle Jack London qui faisait dire à Martin Eden qu'il fallait toujours sortir d'un repas avec un petit peu de faim pour être prêt à recommencer. Et la métaphore va pour la vie entière et c'est quelqu'un à cheveux blancs qui vous le dit. Merci. Et pour ton intervention qui sort donc avec une frustration de ne pas en avoir dit. Valérie, 3 questions courtes. 1, est-ce qu'on peut aborder ces sujets dans le supérieur avant de les avoir abordés dans le secondaire? Parce que je sais que tu es très concerné par ce qui se passe dans le secondaire. Et du reste, si tu peux nous en dire un mot rapide, c'est intéressant. 2, est-ce que tu conçoit qu'on puisse, pour l'enseignement, avoir besoin dans l'énergie comme dans le climat d'une espèce de GIEC de l'énergie, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, une des difficultés de l'enseignement de l'état des lieux, c'est pas qu'on n'a pas de source, de guichet unique d'accès à l'information, comme la communauté scientifique a réussi à le faire dans le climat. Et 3, est-ce que tu as un exemple d'un pays quelque part, toi qui voyages beaucoup trop évidemment, où tu as vu quelque chose d'inspirant au regard de ce qu'on a raconté ce soir? Alors, d'abord, en fait, merci d'avoir organisé cette soirée, d'avoir fait ce rapport.
Je trouve dommage que ce ne soit pas la conférence des présidents d'université qui l'ait fait. Je pense que ça relève aussi finalement des enjeux de pilotage de ce que est l'enseignement supérieur au XXIe siècle. Et pourquoi, à mon sens, c'est important? 30 ans de rapport du GIEC, 30 ans de poursuite des émissions de gaz à effet de serre, qui continuent à augmenter très fortement, poursuite du réchauffement, et on voit se réaliser des choses qui avaient été anticipées il y a une trentaine d'années. Et c'est une immense frustration pour moi. C'est aussi une immense frustration de voir des centaines de milliers de personnes sortir du secondaire sans avoir l'image d'ensemble du changement climatique, d'intervenir à de nombreuses reprises en Bac plus 5, école d'ingénieurs, école de commerce, université, différents contextes, et de voir, à part dans les ENS, je m'excuse, beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à faire la différence entre un article de journal et un article scientifique. Donc il y a un enjeu d'éducation aux sources fiables, d'éducation à ce qu'est la science et comment elle fonctionne. Et il y a un enjeu à construire une image d'ensemble de ce qu'est le changement climatique, graduellement, du primaire jusqu'au supérieur pour ceux qui font des études supérieures. Pourquoi l'image d'ensemble? Parce qu'ensuite, après, il y a les progrès technologiques, les débats publics, tout un ensemble de choses qui va mettre l'accent sur une petite touche de couleur, un peu comme un tableau impressionniste. Et pour moi, en fait, l'éducation, l'enseignement supérieur, ça doit permettre de donner des repères scientifiquement crédibles, le juste état des connaissances, qui permet ensuite de situer chaque progrès des connaissances, chaque discussion dans cette image d'ensemble. Et aujourd'hui, ça n'est vraiment pas le cas. Donc il y a un enjeu qui est important dans notre pays, hôte de l'accord de Paris sur le climat, qui a d'ailleurs inscrit donc, cette priorité de l'éducation, qui a également inscrit dans le plan national d'adaptation au changement climatique une priorité sur l'éducation, cette fois par rapport à l'adaptation. La discussion, elle était sur la transition, enfin, l'aspect climat-énergie et la transition. Mais en fait, on parle de transition de grands systèmes, système énergétique, système urbain, usage des terres, agriculture, alimentation, système industriel et grandes infrastructures. Ce n'est pas qu'une transition, c'est plusieurs. Et dans la transition, il y a deux volets. Il y a s'adapter à un climat qui change et gérer les risques, les réduire. Et il y a également, en fait, réduire les rejets de gaz à effet de serre et penser les choses ensemble. Et c'est pour ça que c'est un défi pour le supérieur, parce qu'en fait, ça demande à construire une formation à la pensée systémique. Ça demande de mobiliser des compétences en sciences dites dures, mais en fait, de plus en plus, sur la mise en œuvre des transitions et des transformations, de mobiliser des sciences sociales qui sont essentielles, en fait, qui sont, à mon sens, en France, pas assez mises en avant parmi les moyens de lever un ensemble de verrous. Et enfin, il y a la question du climat, et elle n'est pas seule. Elle est loin d'être seule. Dans notre pays, il y a des enjeux de précarité énergétique, par exemple. Dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, il y a des enjeux d'effondrement très rapide de la biodiversité. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser non pas en silo, en séparant adaptation et atténuation? On a besoin de ne pas penser en silo parce qu'il y a des solutions pour le climat qui peuvent être stupides par rapport à la biodiversité ou stupides par rapport à la question de l'éradication de la pauvreté qui est le premier objectif du développement durable. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de décloisonner, de construire une culture solide dans le tronc commun. À mon sens, les 3 premières années d'université, ou quelle que soit la formation qu'on fait, c'est critique, de construire une culture solide qui permet de comprendre ces enjeux et ces intersections pour éviter d'avoir des solutions en silo à des problèmes complexes et interconnectés. Alors je vais rebondir sur un point qui a été abordé tout à l'heure, la question par exemple de l'enseignement en santé. Pourquoi est-ce que c'est important dans l'enseignement en santé d'aborder la question du changement climatique? Parce qu'il va falloir faire face à un climat qui change, qui va modifier finalement la pression sur les systèmes de santé. Parce qu'il y a des enjeux croisés, climat, qualité de l'air, santé publique. Il y a des enjeux croisés, alimentation, nutrition, santé et climat. Et il y a des enjeux croisés, mobilité active, santé publique. Par exemple, seulement 28% des jeunes hommes en France ont des dépenses physiques suffisantes et seulement 20% des jeunes femmes. C'est un enjeu pour l'apprentissage, c'est un enjeu pour la santé tout au long de la vie et c'est quelque chose pour lequel je pense qu'on a besoin d'agir dans toutes les dimensions. Et pourquoi j'aborde ces questions de santé ? Parce que l'investissement sur une culture générale par rapport au changement climatique, l'investissement sur les réponses au changement climatique, elles apportent, dans certains cas, quand c'est bien pensé et bien choisi, des bénéfices multiples. Par exemple, en matière de santé publique, sur les mobilités actives ou sur la question de l'alimentation. Et c'est pour ça qu'il faut le penser ensemble et non pas en silo. Alors, je n'ai pas répondu à aucune des questions, mais c'est ce que je voulais dire. Si. Et je voudrais juste profiter... Tu as parfaitement répondu à la question qui est est-ce que ça se démarre dans le supérieur? Et ta réponse est non. Donc ça, tu as parfaitement répondu à la question. Et je voudrais juste terminer par cette opportunité d'adresser une question à l'audience. Je voudrais savoir qui parmi vous a lu un chapitre du rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré qui est disponible en anglais en ligne. Au moins un chapitre. Qui est-ce qui a lu le résumé pour décideurs?
En anglais? La traduction citoyenne en français? Merci, c'est instructif. Merci beaucoup. Juste en 10 secondes, est-ce que tu as vu ailleurs, dans un autre pays, un truc dont tu te dis, ça, il faut aller regarder ce qui se passe? Alors, ce qui est urgent pour moi sur l'éducation et l'enseignement, c'est le benchmarking, la comparaison, l'intercomparaison des meilleures pratiques. Il y a une littérature scientifique qui augmente, qui se répand. Les exercices, par exemple, d'analyse dans les programmes d'enseignement dans le supérieur, il y en a qui ont été faits aux États-Unis, sur les top 100 des universités, dans le curriculum de base, donc les 3 premières années, qui montrent que vous avez une probabilité de 0,17 d'être exposé à un module sur le changement climatique dans le système américain, et que ça augmente dans les universités fortes en recherche, et plus en fait on a des cours de sciences et de sciences sociales, plus ça augmente. Donc il y a en fait d'autres benchmarking qui ont été faits, qui sont parfois frustrants. Et là où en fait je vois un rayonnement et une approche innovante, c'est dans les pays où on a des instituts de recherche sur les transitions, qui justement mêlent ensemble les différentes facettes scientifiques et qui parviennent à créer des modules d'enseignement qui ne sont pas en silo, mais qui permettent de construire graduellement cette culture-là. Ça existe au Japon, ça existe en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, par exemple. Je dirais que peut-être l'exemple de la Suède est celui qui est le plus inspirant. Merci. Je suis désolé, on va faire un crochet, parce que maintenant, je vais passer à la jeune génération. Oui. Bah oui, mais la jeune génération, c'est tout faire, donc prendre des notes et parler en même temps. Et donc, vous êtes évidemment au courant maintenant qu'il y a un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été initié il y a quelques mois. Septembre. Voilà, septembre. Question 1, vous demandez quoi? Question, un manifeste, ça demande. Question 2, est-ce que dans ce manifeste et dès le début, il y avait une considération qui visait explicitement les cours dans l'enseignement supérieur, puisque c'est de là que viennent les initiateurs et les signataires du manifeste, ou bien est-ce que ça, c'est venu plus tard comme une conséquence logique de la demande première? Les réponses, c'est dans la question, du coup. Parce que, donc, en fait, le manifeste, dans un premier temps, avait vocation à créer du dialogue chez les étudiants, à débloquer... on voit que là, ça déchaîne les passions, les thématiques environnementales, notamment dans notre enseignement. Et voilà, donc l'objectif, c'était de débloquer le dialogue et d'engager les étudiants à discuter ensemble et à s'informer, justement, à travers les ressources disponibles. Donc non, dans un premier temps, l'objectif, c'était ça, c'était le dialogue. Il n'y avait pas d'autre objectif. Et d'ailleurs, cette séance d'aujourd'hui permet de montrer que le dialogue est vraiment important, et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir ce genre de séance. Ensuite, effectivement, l'enseignement n'était pas forcément explicitement mentionné dans le manifeste. Il y avait un objectif explicite concernant les entreprises dans le manifeste. Enfin, ou exactement une prise de position explicite concernant les entreprises. C'est plus une prise de position, effectivement, parce que quand on pense au système économique, on pense assez rapidement aux entreprises et la façon dont elles influent, on va dire, sur nos emplois, sur nos vies. Mais l'enseignement est tout de suite apparu de façon logique une fois qu'on a vu que ce manifeste soulevait beaucoup d'intérêt. Et non, c'est tout naturellement d'ailleurs que énormément d'étudiants ont souhaité nous rejoindre pour aborder ces questions d'enseignement et pour nous faire part des initiatives qu'ils menaient eux-mêmes dans leurs écoles, dans leurs établissements. Et aujourd'hui, il y a il y a une réflexion en cours de construction au sein des initiateurs du manifeste et avec les signataires sur des propositions qui pourraient être faites. Ou ça, vous vous dites, non, ça, c'est notre rôle, c'est pas d'être un syndicat et on ne s'aventurera pas sur ce terrain-là? Encore une fois, la réponse est dans la question. Non, mais disons qu'effectivement, c'est pas le rôle c'est pas aux étudiants de dire quoi faire. Par contre, on peut montrer l'intérêt, on peut montrer le besoin. Et c'est ça qu'on cherche à faire au manifeste, c'est crier le plus fort possible, quitte à proposer temporairement des outils pour aiguiller les différents acteurs de ce changement. Mais donc non, c'est pas nous typiquement, on est encore une génération qui n'a pas pu suivre ces formations-là, et donc on n'est pas compétent pour dire ce qu'il faudrait ajouter dans les programmes. Enfin, on peut en avoir une idée, on peut être consulté, et justement la consultation des étudiants est essentielle. Là, on le voit avec le happening de PSL contre-attaque, c'est qu'il y a encore beaucoup trop souvent des raccourcis faits dans les décisions des établissements. Et c'est une frustration immense pour les étudiants. Et voilà, alors, établir le dialogue.
un exemple de raccourci. Moi, dans mon école, à l'ENSTA Paris Tech, en fait, on se rend compte qu'avec tout le poids de la hiérarchie, bien que l'ensemble des acteurs soient volontaires, ça crée des inerties épouvantables et on n'arrive pas à dialoguer, on ne pense pas forcément à faire des choses toutes simples comme se réunir tous les mois entre la directrice de l'établissement et les étudiants pour discuter. Souvent, en fait, dans mon école, on se regroupe, on rencontre notre directrice quand il y a quelque chose qui nous frustre, quelque chose qui nous a profondément énervé. Alors il faudrait le faire avant, en fait, pour que ces choses-là n'arrivent pas. Voilà. Alors ça n'arrive pas à l'ENSTA. Est-ce que dans d'autres établissements, la création du manifeste a créé une demande de dialogue de la part de la direction de l'établissement avec cette mouvance, on va dire, pour des discussions un peu concrètes ou pas? Explicitement des demandes d'établissement, je ne sais pas, peut-être. D'accord. Voilà, donc un exemple. Où ça? D'accord. D'accord, mais donc là, à Centrale Supélec, donc ça va me permettre de faire la transition avec Sophie. Pas de rivalité. Donc à Centrale il faut. Donc à Centrale Supélec, par exemple, la nouvelle direction est venue vous voir en disant on a vu que vous agitiez sur ce sujet, est-ce que vous avez envie de discuter avec nous sur ce qu'on pourrait faire? D'accord. Donc ça c'est très concret comme conséquence. Ok. Et ça me permet de faire la transition avec l'école des ponts. Pont Paris Tech, pardon. Donc en fait, la question que j'avais, deux questions. La première, c'est ce qu'on a présenté ce soir. Vous dites, moi je suis du bon côté de la barrière, ou je suis dans la moyenne ou du mauvais côté de la barrière. C'est-à-dire, est-ce que je me dis, je m'en sors bien par rapport à ce qui a été présenté ce soir? Et par rapport à ce qui vient d'être dit sur une forme d'expression, j'ai envie de dire, un peu protéiforme du monde étudiant. Là-dessus, vous dites c'est un sujet de baume à l'âme, mais ce n'est pas un sujet de compétences qui vont être nécessaires pour leur métier futur, ou bien c'est un sujet de compétences nécessaires pour le métier futur, et c'est un sujet de compétences transversales, ou c'est un sujet de compétences de filière? C'est un sujet, et je pense que le fait que l'école dépende du ministère de la Transition écologique et solidaire est aussi une des raisons pour lesquelles l'école s'en est saisie dès 2012. Donc, je vais évoquer ce qu'elle a fait. J'y suis pas pour grand-chose. J'ai pris la direction de l'école il y a 1 an et demi seulement. Mais j'adhère totalement à l'approche qui a été... Vous ne feriez jamais de politique, vous? Pardon? Vous ne feriez jamais de politique, vous? Non, je ne ferai pas. Mais je pense que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire en l'occurrence aux enseignants, aux chercheurs qui ont porté, même peut-être plus et avant la direction de l'école, cette volonté d'introduire le développement durable et de se poser la question de savoir jusqu'où et comment il était pris en compte. Et je parle de développement durable parce que moi, je rejoins la question de ne pas travailler en silo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir the big picture. Donc, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Alors, il y a du plus, ils passent tous. Donc, ils passent tous. Alors, c'est réduit en ECTS, c'est certain. Mais quand même, en première année, avec un module de sensibilisation qui s'appelle Développement durable, ingénieur pour un monde complexe et incertain. Et d'ores et déjà, on introduit 2 notions, la complexité et l'incertitude. Et je pense que c'est important qu'ils les gardent en tête tout au long. Et un élément important qui m'apparaît, c'est qu'on les amène à s'auto-évaluer. Ils sont obligés, et c'est sanctionné, de faire le SULI-test. Et donc, je pense que d'ores et déjà, il y a à la fois une prise en compte de je m'évalue moi-même, mais on les amène aussi à se positionner en tant qu'ingénieur demain, à quoi je vais m'intéresser, quelle va être ma sensibilité particulière, et en quoi je vais m'impliquer en tant qu'acteur du développement durable. L'approche qu'a eu l'école, je vais essayer de faire bref, mais elle est partie non pas d'une liste de connaissances à acquérir, mais d'une réflexion qui s'est tournée vers l'identification de compétences, et notamment de compétences cognitives à acquérir pour que les ingénieurs qui sortent diplômés des ponts puissent agir pour un développement durable. Donc, je voudrais les évoquer parce qu'elles font écho à un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure. Être en capacité d'avoir une approche systémique, de prendre en compte les interfaces entre les disciplines. On a vu tout à l'heure que de toute façon, on ne peut pas avoir toutes les compétences sur tout, mais il faut être en capacité de prendre en compte ces interfaces, de prendre en compte les techniques et de prendre en compte les parties prenantes. Et ça fait écho à ce que nous disait
également tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte. Le deuxième compétence, c'est la co-construction. Être capable de définir les enjeux et de prendre en compte l'ensemble des acteurs. Troisième compétence, développer des approches prospectives, savoir tenir compte de l'avenir incertain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir d'abord à construire des solutions qui vont être des solutions robustes quand on va les challenger et robustes par rapport à la gestion des risques. Parce qu'on les connaît pas forcément tous. On a beaucoup insisté. Est-ce qu'on peut dire que donc vous essayez de leur apprendre la résilience ou quelque chose qui ressemble à ça? Exactement. On parle de transition. On a beaucoup parlé de transition et c'est forcément une dynamique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de prendre en compte la gestion des changements, de prendre en compte l'accompagnement. Et ça, Laurence Parisot insistait là-dessus. Je pense que pour nous, c'est vraiment important dans les compétences qu'on veut qu'ils acquièrent. Et puis le dernier point, c'est que chacun soit en capacité, c'est pas si facile que ça, et là on va retrouver à la fois le lien sciences dures et sciences humaines et sociales très présentes, définir et assumer pour chacun sa propre sphère de responsabilité. Donc tous ces éléments font que, en fait, on va avoir, au-delà des modules de sensibilisation, j'ai cité le premier en première année où tout le monde passe, il y a quand même des modules... Il fait combien d'heures ? Il y a 6 séances de 2h30, avec du projet à chaque fois, parce que je pense que c'est important. Donc typiquement, on les fait travailler sur les questions d'économie circulaire dans le BTP, et on les fait travailler sur l'approche systémique sur l'eau ou sur l'azote. Donc voilà, il y a 6 projets qui les amènent à toucher des thématiques différentes et qui demandent du travail personnel, et puis une production à faire, in fine, pour se positionner en tant que futur ingénieur. Donc il y a aussi de la réflexion personnelle par rapport à ce que je disais, qui est je définis et j'assume ma sphère de responsabilité. Donc il y a aussi évidemment des cycles, des modules dans le cycle deuxième année, troisième année. Je pourrais citer les enjeux de l'électricité dans les systèmes énergétiques, je pourrais citer le développement durable des territoires ou les grands enjeux des systèmes de transport ferroviaire et guidé. Et puis dans les départements d'enseignement spécialisés, on a aussi toute une série de modules de bilan carbone, analyse du cycle de vie, évaluation environnementale et conception, mécanisme physique du changement climatique, économie de l'environnement et de l'énergie. J'en ai une quarantaine comme ça. Mais ce qui me paraît important, sur quoi insister, c'est cette approche diffuse qui ne va pas former des spécialistes du développement durable, mais qui va former des ingénieurs, en tout cas c'est ce qu'on espère faire, conscients des enjeux, capables de contribuer à la durabilité des réponses apportées. Voilà, pour autant, on ouvre à la rentrée prochaine un master, un DNM, transition énergétique et territoire. Donc on est aussi en capacité d'apporter des réponses plus pointues sur des gens qui voudront se spécialiser. Et la deuxième chose, c'est les enjeux de la formation continue. On pourra en débattre pour savoir si, par ailleurs, quand on a des entreprises qui sont sponsors, je pense à Renault qui, à travers sa fondation, sponsorise notre master transport et développement durable. Est-ce que ça peut poser débat? En tout cas, voilà, ça pourrait être intéressant. C'est pas forcément là le lieu, mais il y a des masters spécialisés également sur ces questions d'énergie. Les points faibles, pour finir, parce que évidemment, on est toujours en train de se poser des questions. D'abord, cette approche diffuse, elle n'est pas systématique. Donc, honnêtement, on peut se poser la question, et moi, je me la suis posée quand je me suis approprié ce qu'avait fait l'école, de dire notre département de spécialisation en deuxième et troisième année, ingénierie mathématique et informatique. Bon, on voit l'approche avec la gestion des risques. C'est pas complètement gagné. Il y a peut-être un petit peu de travail et de sensibilisation à faire. Donc, s'assurer de ne pas avoir trop de trous dans la raquette. Et puis, le deuxième sujet, peut-être, c'est l'évaluation. Comment on s'assure, comment on évalue que les compétences en question que j'évoquais, elles ont bien été acquises. Je pense que ça, c'est un travail permanent qui n'est pas si simple, mais qu'il faut que l'on poursuive, au-delà du fait qu'on doit également, lorsqu'on va s'approcher de questions de responsabilité, travailler sur le droit. Et puis enfin, mais là, on est sur un autre débat. Je pense que l'école, en tant que telle, a du travail elle-même par rapport à ce qu'elle est au sens bâtiment, attention à toutes ces thématiques du développement durable, parce que c'est aussi une façon de montrer l'exemple. Juste une question rapide avant de passer le micro au principal accusé de la soirée. Est-ce que vous avez eu des échos, parce qu'apparemment quand même donc les élèves de l'école des Ponts voient le sujet de près. Est-ce que vous avez eu des échos de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une frustration une fois qu'ils sont en activité, c'est-à-dire de l'incapacité qu'ils auraient
à se saisir de l'envie que vous leur avez donnée de s'occuper du problème dans l'univers professionnel dans lequel ils débarquent? Est-ce que vous avez des retours? Très sincèrement, non. Okay. Pas eu de retour, mais ça pourrait, à l'occasion des questions d'évaluation, et notamment d'évaluation des compétences acquises, de la façon dont elles sont mobilisées, ça pourrait être une des thématiques que l'école travaille. Ok. C'était très intéressant ce que vous disiez, et notamment... court, parce qu'il y aura du temps d'interaction entre vous après. C'est court. En fait, en tant qu'étudiant, il y a un outil privilégié qu'on a pour exprimer notre avis sur un cours. C'est souvent une petite évaluation en fin de cours. Et est-ce que cet outil pourrait être utilisé justement pour faire plus passer les avis des... Alors, il y a deux choses sur cette évaluation des cours proprement dit. D'abord, il y a une évaluation systématique de chacun des modules en fin de module, et on en tire quelque chose. Y compris, il y a le quantitatif, le qualitatif, et il y a une commission avec des étudiants qui ont suivi le cours ou le module, qui va pouvoir dialoguer avec les enseignants, avec le responsable du module, pour que l'année d'après, on puisse modifier et prendre en compte les recommandations. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est systématique, donc ça se fait. Et puis la deuxième chose, mais ça, c'est in fine, quand les étudiants ont fait les 3 années, il y a une évaluation qui est faite beaucoup plus globale de l'ensemble de la formation. Et là aussi, il y a des espaces de dialogue avec les étudiants qui peuvent amener les départements d'enseignement, la direction de l'enseignement, le conseil d'enseignement et de recherche à prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Je propose, avant de passer la parole à la salle pour quelques rapides questions, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ou poser une question à un autre participant? Jacques. Oui, je voulais faire un petit peu de provocation. Ça ne te ressemble pas. 2 choses. La préoccupation qu'on a eue, c'est d'avoir une approche à travers des modules pour l'ensemble des filières. Ce n'est pas nécessairement les filières scientifiques, ça peut être l'informatique, ça peut être le cinéma. Le droit, donc, les le droit, langues. tout ce que vous voulez, etc. L'histoire, bien sûr. Donc il s'agit de définir quelque chose qui ait un sens pour toutes les filières. Et ce qui va être le message qui doit être délivré n'a pas de raison d'être très différent pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il s'agit de faire un état des lieux. Ce n'est pas les solutions, c'est l'état des lieux. Où nous en sommes, peut-être comment on est arrivé là, etc. etc. Bon, il s'agit de définir ça. Bon. Quand on en discute, à travers les interviews qu'on a faites, etc., en général, les gens sont pour. Ah oui, ça serait bien de faire ça. Bon, alors on dit, combien d'heures en première année? Et là, tout de suite, c'est, ah ben non. Il n'y a pas d'heure pour faire ça, parce qu'on est déjà coincé par tout ce qu'on a enseigné, donc il n'y a pas d'heure pour faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, finalement, les gens ne considèrent pas que c'est si important que ça. Parce que si on considère que c'est important, on trouve des heures. Alors, c'est en train de se débloquer, mais il faut se rendre compte que la situation dont on part, c'est quelque chose qui est fait, comme je vous disais, en fin de parcours pour des petits effectifs d'étudiants. En général, c'est très bien fait parce que les gens qui font ça ont vraiment envie de faire ça, donc ils font des choses astucieuses et tout, et c'est très intéressant. Mais ce n'est pas ça maintenant. Maintenant, il s'agit de faire ça au départ. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à plus d'un titre, parce que les enseignants, pour faire ça, on ne les a pas. Il faut constituer des équipes qui réfléchissent, chacun dans son domaine, jusqu'où je dois aller trop loin pour le message global qu'on veut délivrer. Quand on fait un cours sur l'énergie dans un cadre comme ça, on ne le fait pas de la même façon qu'à des physiciens ou des ingénieurs. On le fait différemment, il faut réfléchir à la façon de le faire. Et ça suppose de constituer des équipes. Ce n'est pas facile de constituer des équipes. C'est en train de se faire dans un certain nombre de cadres. Par exemple, le réseau Polytech a décidé de faire des choses comme ça. À Orsay, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. À Paris 7 aussi, etc. Mais voilà, c'est ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est vous êtes dans une formation d'informatique et maintenant, vous dites, bon, pourquoi je dois dégager 12 ou 24 heures pour faire un truc sur énergie-climat? Bon, donc c'est ça la problématique et c'est vraiment, on est au démarrage, il y a plein d'obstacles. Maintenant, le deuxième truc, c'est une toute petite provoque. Alors, une provoque courte, parce que je dois faire. Ouais, tout. Oui, j'aime bien les provoques, mais courtes. C'est sur le terme, alors c'est vraiment une provoque, hein, mais sur le terme de développement durable. Le terme de développement durable, à mon avis, il a eu et on n'est pas obligé de partager sa vie, hein, mais il a eu une fonction, disons, parce qu'il a mis le doigt sur
quelque chose de global, etc. Mais maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'il y avait derrière, c'est une espèce de désir que l'expérience humaine continue. On veut continuer, on veut que ça dure encore. Une fois qu'on a compris qu'il s'agissait de ça, en fait, le contenu, à mon sens, il est un peu épuisé. Et c'est pour ça qu'on a orienté plutôt l'enquête qu'on a faite sur énergie-climat plutôt que sur développement durable. Développement durable, l'informatique d'aujourd'hui, elle est durable ou pas ? Ben voilà, il y a des gens qui disent non, mais bon, et alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Vous voyez ? Donc, il faut prendre des problèmes spécifiques, mettre des noms dessus, faire les règles de 3, faire les ordres de grandeur, etc. Et ça, on peut pas le faire sur tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a choisi énergie-climat. Et énergie-climat, ça ne veut pas dire, et je termine là-dessus, que ça veut nécessairement être de la physique quand on fait de l'énergie. Là, je vais prendre un exemple que Jean-Marc prend souvent dans ses conférences et que moi je prends aussi. C'est que, et je termine là-dessus, on ne vit pas d'énergie, on ne vit pas d'argent. On vit de transformer la matière. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est de la matière transformée. Maintenant, ces transformations de la matière, elles donnent naissance à deux types de comptabilité. Une comptabilité en termes énergétiques et une comptabilité en termes de PIB, puisque le PIB, c'est la somme des flux monétaires associés aux biens et aux services, donc à la transformation de la matière au cours d'une année. Donc le passage de l'un à l'autre, c'est un simple changement d'unité. Autrement dit, si vous tracez l'un en fonction de l'autre, et ben voilà, vous avez en gros 1 kWh pour $1 de PIB. Bon, ça, il faut le dire aux économistes. C'est pas de la physique, ça. Ou si vous voulez, c'est remettre l'économie sur ses pieds, c'est-à-dire sur les bases matérielles sur lesquelles l'économie se développe. Et dire, on va déconnecter le PIB de la consommation d'énergie, pipeau. Vous voyez ? Donc c'est ce genre de truc qu'il faut et qu'on peut développer dans le détail. Et en faisant ça, on ne fait pas autre chose. Mais ça, ce sont les choses incontournables et conditionnent plein d'autres réflexions. Il y avait la question des sources fiables. Et donc effectivement, par le système de relecture critique collectif, il y a une valeur particulière au rapport du GIEC. Ça tient uniquement à ce processus de relecture très large mondial. Par contre, les rapports du GIEC, ils ne font pas référence dans le contexte nécessairement européen ou français. Et donc moi, je pense qu'il y a besoin aussi de construire des sources fiables, collégiales, sur les indicateurs clés, les aspects les plus importants dans le contexte européen et français pour élargir, affiner le matériel qui est à disposition pour l'enseignement pour tous. Ça, c'est un point important. Sur l'autre volet, je pense que le contexte français nous montre à quel point c'est important de donner des clés pour les décideurs, pour construire des transitions qui soient éthiques et justes. On peut l'appeler comme on veut. Je pense que cette dimension-là, elle est essentielle. C'est-à-dire, il y a une dimension profondément sociale qui doit être enseignée, et on voit qu'on a beaucoup de mal à l'intégrer dans la prise de décision en France. Et enfin, la dernière chose, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, madame, sur le fait de coproduire des connaissances. On parle en fait de partager un constat, mais nous, ce dont on a besoin, c'est aussi donner aux jeunes générations des clés pour agir, des clés pour être porteurs de solutions, des clés pour comprendre les multiples dimensions d'une analyse de faisabilité, par exemple, les multiples intersections avec les autres dimensions de ce que l'ONU appelle le développement durable. Et sur la partie coproduction de connaissances et prise de décision dans un contexte d'incertitude, c'est les deux facettes. Je pense que l'éducation dans le supérieur par projet, elle est irremplaçable. Et il est irremplaçable en particulier si on arrive à faire des partenariats entre les instituts, les écoles, les universités et leur territoire. Donc, qui mêlent en fait les étudiants, les acteurs de terrain qui sont porteurs de connaissances locales, et puis les acteurs du monde académique qui sont porteurs de connaissances théoriques, l'accès à la littérature scientifique, socio-économique, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment le verrou à lever, avoir des projets concrets dans lesquels les centres de formation supérieure rayonnent sur leur territoire. Ça fait partie des points qu'on a soulevés dans l'agenda de recherche et d'action sur la question des villes et des territoires et du changement climatique. Et ce qu'on a montré très clairement, c'est que dans les endroits où il y a des centres de recherche supérieure des universités, c'est là où les transitions ont lieu. À condition qu'on ait ces ponts, ces passerelles. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs n'ont pas le temps de le faire. Les étudiants sont en fait une ressource formidable pour la mise en œuvre, pour l'expérimentation, pour le retour d'expérience. Tout à l'heure, Jacques a dit quand on veut changer les choses, c'est pas simple. Donc moi, j'aurais une question. C'est si compliqué que ça de changer les choses ? Oui, c'est pas si simple. Et c'est pas si simple parce que, en fait, on se heurte, même quand on est convaincu du sujet, à ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire combien d'heures. Voilà, combien d'heures
parce qu'on a le format de cette formation en 3 ans, parce qu'il y a énormément de sujets à la fois sur de socle. Oui, je ne vais pas vous dire non. Non, effectivement, vous n'avez pas le droit de me dire non. Donc. Je fais actuellement, donc je suis désolé, personne n'est parfait, à Mines ParisTech un enseignement qui fait 8 fois 2h30, donc si je sais bien compter, 20 heures, qui va passer à 27. Et donc j'ai posé la question au directeur des études en disant mais où est-ce que tu as trouvé les heures? Alors apparemment il les a trouvées. Voilà, c'est juste pour dire. Non mais on peut les trouver. De temps en temps on y arrive. Voilà. Ce que je veux dire quand je dis c'est pas simple, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Je dis c'est pas simple parce qu'à un moment donné il va falloir négocier sur qu'est-ce qu'on enlève. Bien sûr. Et à cet égard, on se dit aussi, on peut se projeter avec des pratiques pédagogiques innovantes, beaucoup de e-learning, des classes inversées qui sont moins consommatrices en temps, mais qui veulent dire aussi que l'étudiant doit y consacrer du temps lui-même. Et donc à un moment donné, il faut aussi être attentif au chargement de la barque, en quelque sorte. Mais oui, je ne vais pas vous dire c'est simple, mais je ne vous dis pas on n'y arrive pas. D'accord. Eh bien, la génération future, qui bientôt sera une vieille génération future. Oui, on y passe tous. Et alors, quand on a des enfants, on devient particulièrement vieux con. Non, pardon. Un mot de la fin sur tout ça? Non? Pas? Il en faut un. Ouais, bah... Je sais pas, un regret sur ce qu'on n'a pas évoqué ce soir, une attente particulière qui serait née en écoutant tout ce qui s'est dit ici, une idée, n'importe quoi. Bah, effectivement, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes paroles et je pense qu'on est tous d'accord en fait. Après, je pense que ça manque encore de propositions concrètes. On propose pas assez d'actions. Chacun de vos discours, ça aurait pu être on fait ça, on fait ça, on fait ça, et de faire un brainstorming en direct, alors que là, on répétait un peu quand même tous la même chose. Et donc, non mais c'est pour ça, faire cet échange avec la salle, etc.